Douala by Night. Calme et déserte dans certains quartiers, pourtant bruyant et peuplé dans d'autres. Bien que nous soyons au Cameroun où la culture patriarcale semble protéger l'honneur des femmes, qui est surtout et avant tout l'honneur de leur père, de leurs frères, de leur mari et de leur famille, nous trouvons dans les zones peuplées et bruyantes de Douala la nuit des travailleuses de sexe. Elles sont en général marginalisées dans la société, huées et détestées, mais surtout incomprises par ceux qui n'ont pas pris la peine de les approcher pour apprendre à mieux les connaître et les comprendre. Dans mon cursus académique, je me suis inspirée de l'idée de Michel Foucault sur le corps docile pour écrire des dissertations sur la production du corps de prostituée. En effet, j'étais partie de l'idée selon laquelle on ne naît pas prostitué mais on devient prostitué pour chercher à comprendre quelles sont les mesures qui sont prises, quels sont les moyens qui sont pris pour construire voire produire un corps de prostituée. Il ressortait des recherches que j'ai eu à faire pour pouvoir écrire cette dissertation que les viols et les abus sont en général des mesures disciplinaires utilisées pour construire voire produire en une femme l'idée selon laquelle elle est un objet sexuel et ne vaut pas plus que ça. Ayant gardé un intérêt particulier pour ce thème, j'ai tenu à faire une recherche à Douala, au Cameroun, pour voir si aussi ici, il y aurait une relation entre viol, abus et prostitution. Ce film retrace les résultats de cette recherche. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que nous explorions avec Maître Niek comment est-ce que la législation camerounaise interprète l'abus. Comment est-ce qu'elle travaille pour y remédier. Et aussi, je voudrais que nous explorions comment est-ce qu'elle pénalise la prostitution. Nous pouvons voir des suggestions que nous pouvons apporter afin qu'elle puisse la pénaliser d'une façon beaucoup plus équilibrée. Alors, quand on parle de viol, c'est celui qui, à l'aide de violences physiques ou morales, contraint une femme, même pubère, à avoir des relations sexuelles avec cette personne. Et la loi réprime sévèrement ce genre d'attitude, de comportement, par peine d'emprisonnement et par des amendes. Alors l'emprisonnement est de 5 ans à 10 ans. C'est le minimum, 5 ans, rarement ça va en deçà lorsque le viol est vraiment prouvé. Et 10 ans, c'est le maximum de la peine. Il n'y a pas un texte qui réprime la pédophilie en tant que telle. Voilà, mais on assimile la pédophilie à certains articles du Code qui sont par exemple l'outrage à la pudeur sur une mineure. Donc ça c'est l'article 346. Les peines vont de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs. Elles sont doublées si cet outrage est commis avec violence. La pédophilie rentre dans tout ça, outrage à la pudeur suivi de viol, outrage à la pudeur sur mineur de 16 ans. Dans notre législation, il n'y a pas de peine prévue pour un enfermement psychiatrique parce que de toutes les façons, lors des procès, on n'a jamais appelé un expert pour étudier la personnalité d'un inculpé ou d'un prévenu pour savoir si celui-là est responsable, mentalement responsable. Non. Lorsque un fait arrive, un crime est commis, c'est la peine de prison. Dans une autre recherche sur le cas de la délinquance juvénile, on essayait de rééduquer les mineurs afin que lorsqu'ils sortent de prison, qu'ils ne recommencent pas les crimes qu'ils ont commis par le passé. Mais dans le cas du viol et du pédophile, par exemple, si la loi ne prévoit rien, c'est-à-dire par exemple, parce que je ne pense pas que la solution pour les rééduquer serait de les mettre en prison dans le cas où ils ont un problème psychologique, ça veut dire qu'ils doivent être suivis par un psychologue. Si la loi ne prévoit rien dans ce sens, qu'est-ce qu'elle prévoit donc pour éviter, je veux dire au moins ouais, justement, pour ne serait-ce que diminuer la récidive? En réalité, la loi ne prévoit rien. La loi ne prévoit rien parce que on estime que la prison est faite pour éduquer, pour punir déjà, et après éduquer. On se dit que la privation de liberté suffira peut-être à te faire réfléchir de sorte que si tu sors de là,
que tu ne recommences plus. Mais là, en réalité, ce n'est pas le cas parce que quand ils sortent de là, ils sortent pire que lorsqu'ils sont entrés. Et très souvent, ils récidivent. Hein. Et moi, j'ai vu un vieux là qui revenait au moins pour la 4e fois pour des faits de viol sur des mineurs. Donc, en réalité, si la famille estime que, par exemple, la personne est malade, c'est la famille qui peut amener cette personne vers les hôpitaux pour la faire soigner. Mais sinon, dans le centre de la législation camerounaise, rien n'est prévu dans ces cas-là, dans ce sens. Et en fait, par rapport à ce que Maître venait de dire, moi je voulais ajouter le fait que lorsqu'on envoie déjà une personne en prison, il faut, n'est-ce pas, prévoir... C'est vrai, l'État n'a pas de psychologue dans les prisons, parmi les fonctionnaires, parce que l'État n'embauche pas les psychologues. Donc moi, je pense qu'on devait prévoir le fait que lorsqu'on envoie déjà une personne en prison, pour sa réinsertion psychosociale, on devrait faire, n'est-ce pas, une prise en charge. Le tout n'est pas de le laisser en prison, de dire que bon, ok, il est en prison, après ça, il va sortir, peut-être qu'il va changer, ce n'est pas suffisant. Au contraire, il devient un peu comme vous l'avez souligné tout à l'heure, mais je pense qu'on devrait faire une prise en charge psychosociale au niveau même déjà de la prison pour les préparer, n'est-ce pas, à leur réinsertion psychosociale. Donc, vraiment, je pense que cet aspect est très important. Tout à fait. Qu'est-ce que le code pénal prévoit comme peine pour les prostituées? Donc, la prostituée, c'est celle qui se livre contre rémunération à des actes sexuels avec quelqu'un d'autre. Ben, la loi prévoit des peines qui vont de 6 mois à 5 ans et des amendes, une amende qui va de 20 000 francs à 500 000. Donc ça, c'est les peines prévues contre les personnes qui se livrent à la prostitution. Et qu'est-ce que le code pénal prévoit comme peine pour celui qui utilise celui qui paye les services de la prostituée? En réalité, il n'y a pas de peine en tant que telle. Est-ce que vous ne trouvez pas que quelque part, il serait juste, dans le but de cesser avec ce fléau de la prostitution, que si on veut pénaliser la prostituée, qu'on pénalise aussi la personne qui va vers la prostituée. Parce qu'ils sont pour la majorité souvent des pères de famille qui laissent leurs enfants à la maison affamés et leurs femmes dans le besoin pour aller vers une autre femme payer des services. Bon, je ne sais pas si en réprimant ces deux personnes-là, puisque c'est l'homme qui demande, mais il y a les femmes qui demandent. Oui, il y a des femmes qui demandent. Donc, pour mettre fin à la prostitution, il n'y a pas que la répression qui soit un remède pour ce phénomène-là. Je crois que c'est beaucoup plus l'éducation. L'éducation des deux sexes, c'est-à-dire que l'homme, la femme, et cette éducation commence par les enfants. Pour que ce phénomène-là puisse un jour s'arrêter. Dans un article du magazine électronique La Lettre du Psy, la psychologue Aïtane Laplante nous présente une vie sexuelle hyperstimulée ou délinquante comme une des conséquences graves sur les personnes victimes d'abus sexuels, physiques ou psychologiques. Aussi, The Journal of Family Issues publie un article de Simons et Whitebeck qui présente les résultats d'une recherche suggérant qu'une expérience d'abus sexuel précoce accroît la probabilité de s'engager dans la prostitution. Ces articles détruisent l'idée qu'on a régulièrement dans nos rues, comme quoi la prostitution serait dans le sang. Elle permet de comprendre que la prostitution peut tout simplement être une des conséquences de ces expériences traumatisantes dans la vie d'une femme. Entre abus et prostitution, quelle est la relation? Pour conduire cette recherche, j'ai visité pendant 3 mois des milieux où on rencontre les travailleuses de sexe dans la ville de Douala. Ces milieux sont Bijou Bonamoussadi, rue de la Joie à Deido, Carrefour J'ai raté ma vie à Village et Monaco à Bépinda Omnisport. Il n'était pas facile de filmer mes entretiens en privé avec les travailleuses de sexe car elles sont en général protégées par des hommes, très souvent des brigands. Mon équipe et moi avons d'ailleurs de justesse échappé à un lynchage public. J'ai interviewé 62 femmes, dont 31 travailleuses de sexe et 31 autres femmes des différents quartiers de Douala qui ne sont pas travailleuses de sexe.
la moyenne d'âge des femmes de mon échantillon était de 25 ans. Dans les informations reçues des femmes, j'étais intéressée par leur région d'origine afin de déterminer leur ethnie, la présence ou l'absence de leur père et de leur mère dans leur éducation, leur statut socio-économique ou celle de leurs parents qui était déterminée de façon subjective. J'étais aussi intéressée par leur vie sexuelle, entre autres à savoir si elles ont un antécédent d'abus sexuels et ou d'abus physiques. Et finalement, mon intérêt se portait sur le fait de savoir si elles étaient des mères éduquant toutes seules leurs enfants. Il ressort de cette recherche qu'une comparaison de la présence du père dans l'éducation de leurs filles révèle une absence plus importante chez les travailleuses de sexe par rapport à celles qui ne sont pas travailleuses de sexe dans mon échantillon. En effet, nous avons 93,3% de femmes qui n'ont pas bénéficié de l'éducation et de la protection d'un père chez les travailleuses de sexe, contre 25,81% chez celles qui ne sont pas travailleuses de sexe. Mon échantillon révèle aussi une absence très importante du père chez les femmes du Nord-Ouest, qu'elles soient travailleuses de sexe ou non, à savoir 100% de pères absents dans les deux cas. J'ai aussi fait un calcul de la proportion des femmes de mon échantillon victimes d'abus selon leur région d'origine en fonction du fait qu'elles soient travailleuses de sexe ou pas. Le calcul de ces proportions révèle que la majorité des femmes victimes d'abus de mon échantillon sont originaires des Grassfields, c'est-à-dire du Nord-Ouest et de l'Ouest. Après elles viennent les femmes originaires des côtes du Cameroun, c'est-à-dire du littoral et du sud-ouest. Cependant, celles dont j'ai eu à répertorier dans mon échantillon un faible taux de cas d'abus se trouvent dans les régions du sud et du centre. Afin d'avoir une analyse plus scientifique des résultats de ma recherche, un ingénieur statisticien a eu à faire des tests statistiques. Ces tests statistiques démontrent que le fait d'être une mère qui s'occupe toute seule de son enfant, le fait de venir d'un foyer brisé, le fait d'avoir un père absent, le fait d'avoir une mère absente et aussi le fait d'être victime d'abus, dans la majorité des cas d'abus sexuels, aurait un lien avec la prostitution et même aurait un effet sur la prostitution. Cependant, il démontre que le statut socio-économique n'a aucun lien avec la prostitution et même aucun effet sur la prostitution. Ça surprend certainement beaucoup qui ont toujours l'idée que la pauvreté a un lien avec la prostitution et même un effet sur la prostitution. Cependant, personnellement, ça ne me surprend pas. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de femmes pauvres qui ne se prostituent pas. Et même dans la prostitution, il y a aussi des femmes qui viennent de familles aisées, qui viennent de familles riches ou de familles de classe sociale moyenne. Un calcul des probabilités à devenir travailleur de sexe selon les catégories révèle que sur un escalier à 3 marches, les orphelines de père occupent la première marche avec 78,6%, suivies par les personnes victimes d'abus sexuels, victimes d'abus, beaucoup plus d'abus sexuels, avec une probabilité de 82,1%. La plus haute marche est occupée par les mères qui s'occupent toutes seules de leurs enfants, avec une probabilité de 100%. Le psychologue clinicien M. Pierre Célestin Mboua, spécialisé dans les cas d'abus sexuels, nous permet de mieux comprendre comment une femme victime d'abus peut se retrouver à pratiquer la prostitution. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi l'amener... L'acte de viol, c'est d'abord un acte de violation. Vous ouvrez une porte qui ne vous est pas permis d'ouvrir. Donc, vous enfreignez non seulement une loi, mais vous enfreignez la propriété. Et cette propriété est une propriété à la fois biologique et psychique. Donc, vous niez à la personne sa réalité de personne. Vous niez à la personne son identité, ou si vous voulez plus précisément, vous lui ravissez son identité. Ça veut dire quoi? Vous en faites un objet, d'abord. Et le vécu de la femme peut être à l'avenant. Ça veut dire quoi?
elle se vit désormais là comme un objet. Et même quand elle ne se vit pas comme un objet, elle intègre qu'on m'a traité comme un objet. Et donc, elle peut réagir pour nier qu'elle est un objet, en faisant justement l'objet. Ça, c'est une réaction inadaptée. On m'a prise par force. Mais non, on ne m'a pas prise par force. Je peux me donner quand je veux. Ça, c'est une signification. Ou alors, on m'a prise par force en fonction des types de sociétés. Parce que dans les sociétés qui sont les nôtres, surtout dans les sociétés qui sont les nôtres en Afrique, où les rapports sociaux de sexe ne sont pas les mêmes, où la signification sociale et psychique de la femme est péjorée par rapport à l'homme, où vous pouvez avoir un individu qui a 5 femmes, et on n'admet pas que la femme est 5 hommes, ça veut dire qu'il y a une dépersonnalisation de ce qu'on appelle la femme. Si vous voulez, une transformation en objet, symboliquement. Dans de telles sociétés, le viol peut ne pas avoir les mêmes conséquences radicales que cela a en Europe. Donc, au niveau somatique et psychique, mais peut être transformé en acte d'objet. Je suis un objet dans ma société, on ne me valorise pas dans ma société comme personne, alors je me comporte comme un objet. Maintenant, dans la société actuelle où on valorise la femme, on valorise son corps, et avec les mécanismes actuels de droit, le vécu du viol devient plus accentué. Donc, il y est lié l'image primordiale du fantasme, mais aussi l'image de dévalorisation du corps propre. Ce qui fait que le viol peut avoir des incidences diverses en termes de vie sexuelle. On a décrit beaucoup de troubles sexuels chez la femme qui peuvent être causés par le viol également. Des troubles de l'orgasme, donc ce que les gens appellent frigidité, les troubles du désir sexuel, qui sont différents des troubles de l'orgasme. Le trouble du désir sexuel, ça veut dire qu'elle n'exprime pas de désir sexuel, ou elle n'a pas de désir sexuel, qui peut se traduire par ce qu'on connaît, manque d'excitation, etc. Le trouble d'orgasme, lui, étant par définition un trouble de jouissance, qu'elle soit clitoridienne ou vaginale. Donc, il y a ce phénomène qui peut être observé chez la femme, et il peut y avoir aussi également trouble dans le comportement sexuel. Hypersexualité, hyposexualité, parce qu'il faut regarder les deux. Oui. La femme peut avoir une compulsion, c'est-à-dire un mécanisme de répéter l'acte traumatique pour le maîtriser. Dans ce cas, elle peut rechercher activement la sexualité, mais cette sexualité est instrumentalisée. Ou alors, ça peut se traduire par le rejet de la sexualité. D'accord. Lorsque vous parlez d'hypersexualité, je comprends donc en fait, elle peut être très sexuellement active. Oui, je veux dire qu'elle peut être très sexuellement active. Et cela peut se traduire de différentes manières. Il y a, cette hypersexualité peut être essentiellement compulsive. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que c'est une hypersexualité qui est provoquée par une pulsation, ou entre guillemets une pulsion inconsciente, qui amène le sujet à répéter l'acte traumatique pour maîtriser l'acte traumatique. En fait, c'est pour dire, on ne m'a pas violé, je maîtrise ce qui m'est arrivé. Avec le sentiment tout de même inconscient qu'on ne maîtrise pas ce qui nous est arrivé. Il y a ce fait. Il peut y avoir une récrimination de la société. Qui a laissé qu'on me viole? Dans ce sens, la fille peut adopter une attitude de démultiplication des partenaires sexuels. Donc, une attitude que nous appelons classiquement de multipartenariat. Donc, elle s'affiche de manière ostensible avec plusieurs partenaires différents, donc multiplie les actes sexuels qui ont une signification. Qui ont une signification de dire, écoutez, ma sexualité, elle ne vous intéresse pas, je veux faire que vous intéresse. En passant avec X, Y, Z, les gens vont s'intéresser à ma sexualité et par voie de conséquence à ce qui m'est arrivé. C'est une signification psychique. Bien, il peut y avoir d'autres conséquences plus radicales. Il peut y avoir des conséquences au niveau de la socialité. Ça veut dire que la femme se met elle-même en marge de ce que la société attend d'elle au niveau sexuel. Et donc peut adopter des comportements de type commerce de sexe, etc. En vue de choquer. Pendant ma recherche, j'ai eu à faire la connaissance de quelques femmes qui ont vécu des abus sexuels et ont eu des symptômes aussi différents les unes des autres, confirmant les propos de M. Mboua.
Parmi ces femmes, nous avons Marie-Joëlle, orpheline de mère, n'ayant pas bénéficié de la protection d'un père, ce qui l'a d'ailleurs poussée dans la rue. Elle m'a initiée au langage des personnes de la rue de Douala afin de me permettre de mieux les comprendre et d'arriver à mieux me faire comprendre et surtout à prendre des mesures pour éviter des agressions. S'étant à peine remise d'un accident, elle a accepté de participer à un entretien avec Pauline, qui, comme Marie-Joëlle, n'a pas bénéficié de la protection et de l'éducation d'un père. Pauline travaille comme aide ménagère dans une famille qui a bien voulu nous recevoir pour réaliser cet entretien. Elle nous raconte leurs histoires et expériences. J'étais encore très jeune, j'avais 3 ans. Tu te rappelles à 3 ans, hein? Comment tu peux te rappeler? Je sais que c'est pas ça. Ok. Je sais que j'étais une enfant très bête. Ok, d'accord. Très éveillée. Je comprenais vite les choses. La seconde fois, j'étais avec une amie, une voisine. Et c'était un garçon qui nous a demandé la pousse. Vraiment, c'était un level quand même. Et là, tu avais quel âge? Je pense dans ce moment, j'avais entre 7 et 8 ans. Ok. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi pendant ces 2 temps-là, je n'ai pas pu ouvrir la bouche, tout ça et tout. Parce que le deuxième jour, je n'ai pas parlé de ça parce que le premier jour, je me suis rendu compte que... On n'a pas fait grand-chose. Le second jour, je me suis tue. 16 ans, j'ai eu mon premier rapport sexuel, je n'ai pas eu de complexe par rapport à ça. C'est à l'âge de 22 ans que j'ai arrêté les relations avec les garçons et puis ce truc-là m'est revenu encore en mémoire. Tu as arrêté la relation avec les garçons parce qu'à ce moment-là, tu commençais à vivre, comme on dit, le post-traumatisme, c'est-à-dire que ça commençait à te déranger en fait. Donc si je comprends bien, pendant toute ton enfance, tu n'as pas vécu de problème particulier par rapport à ça, tu n'étais pas troublé ou dérangé. C'est à partir de 22 ans que ça a vraiment commencé à te perturber. Et que j'entame une nouvelle relation avec un mec et puis que je me rends compte qu'il y a juste un léger truc, une incompréhension. Je stoppe la relation. Pourquoi? Je ne veux pas qu'il... En fait, je n'aime pas... Quand je sens déjà qu'un homme a le dessus sur moi, quelque chose, je ne sais pas, je ne veux même pas d'explication, stop la relation comme ça. Je suis très agressive, franchement. Je suis devenue... En fait, maintenant, moi, je m'impose. J'impose, je ne sais pas, ma manière de vivre. Aux gens. Oui, c'est comme ça. Quand ça ne me plaît pas, je me retire quelque part. D'accord, Oui. je comprends. Et comment ça faisait alors avec ta maman? Bon, avec ma petite, la main aussi, c'était un autre problème. Hein. Quand ça arrivait un moment où elle commençait à vouloir trop me conseiller, parce que là, c'est en quelque sorte une directive qu'on est en train de... Je commençais à être très nerveuse. Un jour, elle m'a dit, quand je me rappelle cette phrase, ça me fait vraiment peur, elle m'a dit, je ne sais un peu comment te parler, parce que quand je veux te parler, j'ai même peur de ta réaction. Oui. D'accord, ça veut dire que ta maman n'avait plus la possibilité de te diriger, de jouer son rôle de maman, c'est-à-dire de te contrôler dans ta vie en tant qu'enfant. The man that I experienced the sexual abuse with, that was a father, not even a man. With this, since the time that it happened, I am always afraid of men. I always feel guilty of a crime that I was not willing to commit. It makes me feel somehow bad. So you feel guilty of being raped? I just look at myself very like nobody inside the people. Okay. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer vers la fin de ma recherche Nathalie, une ancienne prostituée de luxe. Elle a accepté de nous recevoir chez son pasteur Emmanuel Koum, qui selon les dires de Nathalie, est comme un père pour elle. Un père qui l'a aidé à sortir définitivement de la prostitution. Je me souviens jusqu'à 7-8 ans, j'ai été abusée sexuellement par mon cousin, qui est décédé aujourd'hui, vers son âge. Et à l'âge de 13 ans, 12-13 ans, j'ai été abusée par 2 voisins. C'était des cousins, donc c'était un double viol. Et quelques mois plus tard, c'était un policier qui me violait aussi.
quelques années plus tard, j'ai été aussi abusée par un taximan quand j'étais dans la prostitution. Avec les viols, ça m'a amené à me dire, quand j'ai un homme en face de moi, ou je cède ou il me viole, alors j'accepte même si ça ne me plaît pas. Ou bien quelque part, parfois c'est comme si j'en ai envie, mais après, aussitôt que je me retrouve devant l'acte sexuel, je me sens nauséabonde. J'ai l'impression que je suis en train de me salir et tout à coup j'ai envie d'arrêter, mais c'est trop tard. Ça veut dire en quelque sorte que tu te laisses utiliser par les hommes à leur bon gré, en quelque sorte. C'est ce que tu faisais avant. Parce que c'est que si je ne le fais pas, ils m'obligeront à le faire de toutes les manières. La reconnaissance du fait de viol passe par la reconnaissance de la femme comme individu, comme un être digne, comme un être égal, et de la reconnaissance de son corps comme lui appartenant. Donc la première chose à faire, c'est qu'il y ait d'abord une reconnaissance. C'est-à-dire que les sociétés doivent accepter que le viol est une infraction. Le viol est un crime. Ainsi, lorsque la femme est violée, elle sait consciemment et elle intègre le fait que ce que l'on m'a fait est une chose condamnée et condamnable. C'est déjà un début en soi. Qu'il y ait des institutions juridiques qui puissent condamner le viol. Premier point. Deuxième point, qu'il y ait au niveau des structures des systèmes d'accompagnement au-delà de la reconnaissance. Et ces systèmes d'accompagnement vont aller des systèmes d'État à des systèmes spécialisés, par exemple le psychologue, etc., et à des systèmes de soutien, où on aide les personnes à parler. Parce qu'au-delà du silence de l'autre, il y a mon propre silence. Et du moins, ce comportement dont vous parlez, auquel vous vous intéressez, d'hypersexualité, et qui peut être une hypersexualité commerciale, c'est une manière pour la femme de parler de ce dont elle a été victime, d'exprimer son traumatisme. Parce qu'il n'y a pas une autre façon de dire ce traumatisme. Elle le dit de cette façon-là. Et donc, pour que ces femmes soient aidées, il faut qu'elles puissent avoir des espaces également pour dire cela. Pas seulement qu'on reconnaisse que c'est un traumatisme, mais qu'on permette à la femme de dire cela. Et vous savez, c'est la chose la plus difficile. Parce que même dans les sociétés où on reconnaît le viol comme un crime, le vécu du viol est un vécu de honte, de péjoration. Et donc, verbaliser ce vécu est une chose extrêmement complexe. C'est pourquoi la prise en charge des femmes qui ont été victimes d'abus sexuels est extrêmement compliquée. Parce qu'elle s'inscrit dans l'histoire de sa féminité, de sa personnalité, de sa sexualité, comme une rupture, comme une menace. Comme 93,3% des travailleuses de sexe de mon échantillon, Marie-Joëlle, Pauline et Nathalie n'ont pas connu l'éducation d'un père. Aussi, comme 76,7% des travailleuses de sexe de mon échantillon, elles ont été victimes d'abus sexuels. Et encore, comme 61,29% des travailleuses de sexe de mon échantillon, elles ont connu et connaissent encore aujourd'hui une situation économique assez précaire. Cependant, elles n'ont pas toutes réagi de la même façon face à la prostitution. Et le cas de Pauline est encore plus frappant parce que, comme 94,4% des travailleurs de sexe de mon échantillon qui se retrouvent abandonnés par le père de leur enfant, Pauline, dans une extrême pauvreté, s'est aussi retrouvée abandonnée par le père de son enfant. Qu'est-ce qui peut expliquer que Marie-Joëlle et Pauline ne soient pas aussi entrées dans la prostitution? Je crois qu'à un moment donné, tu t'es retrouvée dans la rue. Et c'est justement même pour ça que tu étais une très bonne guide pour moi pendant mes recherches. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui a fait que même encore étant dans la rue, tu n'es pas accepté de te donner aux hommes, c'est-à-dire de te prostituer? Le jour que j'ai eu, j'étais jeune, j'étais très jeune. Là, je n'avais pas encore la possibilité de me débattre. Aujourd'hui, je ne pense pas que même pour de l'argent, je laisserais quelqu'un dominer sur toi. Si je comprends bien, tu vois un peu la prostitution comme un moyen pour les femmes de se laisser dominer encore par les hommes. Ok, d'accord, je comprends. Et c'est pour cette raison que tu n'as jamais voulu de la prostitution. Oui, même si c'est beaucoup d'argent. If my mother was not there, I don't see anybody that can love me like her, that can care for me or advise me like her. Yeah, so with that advice she used to give me,
I could not do it. And why I did not also go into it. At first, I did not really know that my mother loved me the way she does. Okay. I got pregnant on my way when I was going to school. On my way to education, you can say. So, I escaped. I personally escaped from the house, from my mother's own house. Why? Because I was afraid. I was afraid that she would beat me or drive me away from the house. After some days that I escaped, I was searched for all over the place. Finally, they saw me. I came back to the house. She did not say any word immediately when I came back. She just greeted me and welcomed me back home. She said, now, don't bother yourself. Just take care of yourself and the kind of friends you make around. Because I know you may go and have some friends that will influence you to cause abortion. That I may die along the way. That I should be very careful not to make friendship with bad people. So she did everything for me. She prepared everything from my head to my toe, bought everything that the child needed. Because the father of the child did not even care about it. My mother also struggled for me and for the unborn baby until today. She's still struggling for the both. So with that, it really made me to understand that if I should go into prostitution, if I should go now again, I bring another child, the second one. Is that no burden to my mother? I cannot say myself because I was not able. My mother was the only one able for that. So when I started thinking of how she struggles, I could not go into that because I may bring more troubles than what I have done to her. Yeah, I understand. Yeah, that made me to understand that life is difficult and it should be lived in a way that can help someone. Yeah. And she never sent you, for example, to men? No. She never did so? No, my mother never did so. Now, with poverty, how do you do to manage? Because now the child is 5 years old. Yeah, he's 5 years. And mom has to take care of her own children and she has to take care of your child. Yes. How does she manage? How do you cope? Because it's a fact. It's difficult. Yes, because it's a fact. I've met a lot of ladies who they're alone with their children. That's why they have to prostitute themselves. How do you cope? Well, it is really difficult to cope. With that, since I'm with my mother, I understand her, she understands me. Yeah. I also realize that there is too much struggle in the family. Yeah. I always assist her in the farm. Okay. I assist her in the farm work so that we should be able to raise something that can sustain the family for at least some time. Now there's something. You said that you're working in a farm. My dear, working in a farm is too much work. I know that. I know how it's really difficult. I used to go to the garden, to help my mother sometimes, just to have some maize and corn so that we can eat when it's the time and enjoy it. And I know that it's really difficult. And to have it as a job is very, very difficult. It's hard. But how, with your age, your greed to work, to have this kind of work? Because other ladies prefer to prostitute themselves and they may have something like 20,000 in a night. But with a farm, I think that this 20,000 is something that you can have in how many months? Or something like maybe 1 month, or it's even more than 1 month. More than 1 month, but they can have 20,000 in a night. Why do you accept to live this life? Why do you accept to live in this kind of hardship? It's because of my mother and my child, and myself also. As I said, my mother has always been advising me. So with the love she has for me, I cannot allow to see her being worried. For example, the time that I escaped from our own house, my mother was pale within 2 days. So if I should leave her again and go out and maybe spend some months and she knows that I'm prostituting, that will affect her. She will die.
I should not allow my mother to die because of money. La famille est une structure de soutien importante dans toutes les situations de traumatisme, pas seulement du viol. Or, le grand problème du viol, surtout du viol des filles, parce qu'on doit dire qu'il peut y avoir viol de garçons, même comme on sait que c'est les filles qui sont le plus souvent violées, surtout le cas de viol des filles, ou de mineurs, qu'ils soient garçons ou d'enfants, qu'ils soient garçons ou filles, est en même temps vécu pour les familles comme une infamie, notamment en Afrique. Et donc un père qui regarde sa fille comme violée, souvent n'a pas propension à l'encadrer, mais se sent lui-même comme étant outragé du fait de ce viol. Donc ma fille a été violée et il va porter un regard avenant à sa fille, comme un objet souillé. Et ce regard peut être l'une des explications pour lesquelles, à partir desquelles les filles n'osent pas en parler. Parce que comment va me regarder mon père, comment va me regarder ma famille, en dehors du traumatisme du viol, elle devra porter le regard de l'autre. Et même dans d'autres cultures, c'est l'un des grands phénomènes explicatifs du silence. Comment va me regarder l'autre désormais? Déjà, il est difficile pour moi-même de me regarder et de m'accepter comme violé. Comment va me regarder l'autre? Ça veut dire donc que la structure de soutien est la chose la plus fondamentale dans ce sens. Si je peux compter sur l'autre, qui peut porter sur moi un regard de compassion, de compréhension, malgré la signification de l'acte qui m'a été fait, alors je peux mieux vivre cela. Et quoi de mieux que la famille, premier groupe de soutien, les amis, deuxième groupe de soutien, les pères, c'est des gens qui ont été victimes du même phénomène que moi. Donc, l'attitude parentale, pas seulement celle du père, mais aussi celle de la mère et même des frères, est fondamentale. Si les frères, si la famille peut avoir un regard de compassion, de compréhension et d'empathie pour accompagner la personne qui a été violée, nous pensons que ce pourrait être une aide plus intéressante que celle d'un professionnel de santé mentale. Parce que la famille a la première signification affective. Et ce qu'elle pense et comment elle voit les choses est déterminante pour l'individu. Souvent, le soutien du psychologue est nécessaire lorsque la famille ne peut pas jouer ce rôle. C'est vrai qu'un soutien spécialisé est souvent nécessaire en matière de traumatisme, mais nous avons vu dans plusieurs cas, lors de plusieurs pathologies en Afrique, inexistant en période précoloniale, du fait de la structure de soutien. Donc, on peut considérer que si la famille, le père, la mère, accompagne la femme qui a été violée par la compréhension, par l'encadrement et par la recherche de la réparation en favorisant la parole, celle-ci peut jouer un rôle important, majeur dans la guérison et même dans l'insertion et le dépassement de ces phénomènes. Donc, il serait intéressant qu'une action d'éducation aux familles soit faite, notamment chez nous au Cameroun, parce que vous faites cette étude au Cameroun. Abusé et qui est dans la prostitution demande beaucoup d'attention, demande beaucoup d'amour. Et c'est mieux que ça se fasse en famille et que ça se fasse par une autre jeune fille. De peur que si c'est un garçon, il y a un transfert d'amour, c'est-à-dire un transfert de sentiments, et elle va encore retomber. C'est-à-dire que je vais prendre les 3 cas. Si elle est en train d'être aidée par un garçon qui lui porte beaucoup d'attention, qui lui porte beaucoup d'amour, elle aura comme l'impression qu'elle se libère d'un jour pour... Et très facilement, elle peut tomber dans un autre. C'est-à-dire qu'elle peut faire un transfert de sentiments. Et ça fait que ça peut encore recréer une autre relation qui peut l'amener à avoir des problèmes. Mais une fille qui a connu l'abus sexuel et tout, a besoin d'abord d'être remise dans une forme de confiance en elle-même, de se sentir être aimée, de se sentir être reconsidérée pas comme un animal, pas comme une bête, mais bon, comme une personne à part entière et tout. Donc c'est ce travail de guérison qu'il faut absolument faire. Et quand on est arrivé dans ce travail de guérison, on va trouver un père, une mère, un homme qui ne veut pas de son sexe, enfin, qui ne veut pas coucher avec elle, mais qui l'aime telle qu'elle est. Ça lui fera beaucoup de bien
et ça lui donnera de changer un peu les idées. Commencer à comprendre que tous les hommes ne sont pas les mêmes. Là aussi, il faut qu'elle ait beaucoup de qualité pour pouvoir l'aider parce qu'elle sera une fille qui a connu des agressions et tout. Elle va demander beaucoup. Elle va réclamer beaucoup. Et il faut justement essayer de la remettre qu'elle commence à croire en elle-même et qu'elle laisse les sentiments justes par rapport à elle-même et par rapport aux autres. La famille, c'est le père et la mère. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. Si l'un est démissionnaire, il y aura une conséquence affective et émotionnelle dans la vie de l'enfant. Donc ce n'est qu'une logique. Ce n'est pas pour la fille, c'est aussi pour le garçon qui va tomber dans la délinquance et qui va certainement faire des fugues. On peut avoir un père et une mère dans la maison, mais qui ne jouent pas leur rôle. C'est la même chose et tout. Donc en fait, Dieu ne va pas venir se substituer à nous pour faire le travail que nous faisons. Notre rôle est de pouvoir avoir des enfants et de les amener à tout cet équilibre. Et la meilleure façon de pouvoir le faire, c'est de les amener à la véritable connaissance de Dieu par la nouvelle naissance. Les hommes passent leur temps à offrir des gros cadeaux à leurs enfants, les amener dans des voyages et faire des grosses choses, mais ne leur donnent pas l'essentiel. D'abord Dieu, Jésus-Christ, et enfin leur temps, leur présence, leur amitié et leur amour. Ça fait donc qu'on fabrique plus des enfants déséquilibrés, totalement des robots, quoi. Et ça donne toutes ces conséquences, la délinquance, le banditisme, et puis la prostitution et tout ce que cela peut avoir. Instructif et intéressant, n'est-ce pas? Cependant, que faire de celles-là qui n'ont pas de famille? Que faire de celles-là qui, malgré le fait d'avoir été victimes d'abus sexuels, ont pour proxénète leur père, leur mère ou leur frère ou même encore leur mari, comme j'ai eu à rencontrer des cas pendant mes recherches? Que faire pour celles-là qui n'ont pas une mère aussi responsable que la mère de Pauline? Que faire pour les aider afin qu'elles n'entrent pas aussi dans la prostitution après avoir été victimes d'un abus sexuel, d'un abus tout court? C'est pour ça que la Colombe a été créée. Vous savez que la Colombe a été créée, n'est-ce pas? C'était pour faire la prise en charge psychologique. Et si la victime elle se retrouve seule, déjà c'est parce que la famille ne connaît pas, n'est-ce pas, les conséquences du viol sur la victime. Et de deux, si elle se retrouve seule, il y a des institutions. Il y a par exemple à Café, si la victime arrive à Café, on sait quand même que la Colombe fait dans les viols, on peut l'orienter pour une prise en charge psychologique. Nous avons des personnes ressources pour ça. Il y a des associations vers qui la victime peut se tourner pour recevoir une aide. Je vais profiter un peu de cette occasion pour parler un peu de ce que nous avons en projet. Justement, pourquoi? Parce que nous avons étudié tous ces paramètres-là. Et en 2011, la Colombe voudrait organiser un séminaire atelier, n'est-ce pas, pour la création d'une synergie. C'est-à-dire qu'entre le corps judiciaire, musical, des enseignants, ceux qui travaillent, n'est-ce pas, dans la protection de la petite enfance. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un cas, peut-être au niveau de l'école, le professeur ne sait pas où envoyer l'enfant. Et pourtant, le professeur peut savoir que, bon, voilà, après cette synergie-là, nous pouvons envoyer l'enfant vers tel, tel gère à son niveau, envoyer vers tel. Et j'espère que vraiment nous allons y arriver parce que c'est très important. C'est très important pour la société camerounaise. Nathalie est une de celles qui a été rejetée par son père et dont la mère est morte lorsqu'elle était encore très jeune. Elle s'est retrouvée toute seule avec sa fille qui souffre d'une maladie chronique et dont le père a aussi abandonné. Elle ne pratiquait pas la prostitution de la rue, mais pratiquait plutôt la prostitution de luxe, comme elle le dit. Cependant, elle a décidé de sortir de la prostitution et de ne plus y retourner. Et aujourd'hui, elle est devenue une baby-sitter, ce qui lui fait à peine gagner en un mois ce qu'elle gagnait en une soirée lorsqu'elle était prostituée de luxe. Ayant laissé sous-entendre que son pasteur l'aurait aidé à sortir définitivement de la prostitution, j'ai voulu écouter ce qu'il avait à dire sur les méthodes à suivre pouvant aider une victime d'abus sexuels et une prostituée. Elle a
la grâce que mon épouse avons, c'est que nous devenons très facilement des parents, quoi. On comprend une personne et on essaye de lui apporter une guérison si elle en a besoin et tout. Donc, je pense qu'on est devenus ses parents, quoi. Et on essaye de l'aider autant qu'on peut pour qu'elle puisse se sentir bien dans sa peau et savoir qu'elle est une personne comme toutes les autres personnes. Elle est aimée comme toutes les autres personnes, que son passé n'a rien à voir avec son présent et son avenir. Et surtout son avenir avec Jésus, c'est plus important que son passé. C'est vrai que l'enfant qui est malade et tout, mais on essaiera aussi de l'aider financièrement autant qu'on peut pour que toutes ces choses soient arrangées, quoi. Pour Jésus, la prostituée est une pécheresse comme toutes les autres personnes. Donc ça veut dire qu'il apprend avec compassion, avec amour, il veut son rétablissement, il veut qu'elle revienne à une vie normale. Et nous avons vu comment il a parlé aux prostituées comme Marie de Magdala. Qu'est-ce que Jésus pourrait dire à cette femme? C'est toute une restauration qu'il faut, hein. Jésus lui dit déjà que je t'aime et que la vie n'est pas perdue, quoi. Tu peux recommencer ta vie, la revivre normalement en donnant ta vie à Jésus. Parce que ici, quand je dis une restauration, il faudra qu'elle puisse pardonner. Parce que souvent, quand on arrive à cette situation, on est tellement mal en soi, on est tellement malheureuse, on est tellement blessé que l'autre devient plutôt une bête. Et quand on ne pardonne pas, on rentre soi-même dans sa coquille et on vit mal sa vie. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop demander à quelqu'un qui a vécu un abus sexuel de pardonner? Comment peut-elle arriver à pardonner quand elle voit la souffrance dans laquelle il vit? Oh, c'est la question que je me poserais quand on mettait les clous aux mains de Jésus. Qu'est-ce que Jésus aurait pu dire? Ou bien quand on était en train de lapider Étienne, quand il était en train de mourir, il dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette dimension de vie n'est possible qu'en Jésus-Christ. Parce que tu auras connu son amour, tu auras connu son pardon et il t'aura libéré. Mais humainement, c'est pas possible, c'est difficile. Je ne vais pas dire c'est pas possible, mais humainement, c'est très difficile de pouvoir pardonner quand on est passé par des sévices physiques ou moraux et tout. Mais spirituellement, on peut y arriver par la force de Dieu. Voilà, comme Jésus lui-même l'a fait. Alors dans le cas d'une fille qui, elle, ne connaît pas son père et ne peut pas pousser son père à s'occuper d'elle, comment est-ce qu'elle peut faire par exemple pour avoir la part de père là qu'elle n'a pas pu avoir? Que dire? Il faut chercher Dieu, c'est tout. Il n'y a que Dieu qui peut permettre que tu te retrouves, tu gardes ton sens d'équilibre. Est-ce que tu penses que les choses sont différentes aujourd'hui? Si oui, à quel niveau? Aujourd'hui, oui, les choses sont différentes parce qu'avec le Seigneur Jésus, j'ai appris la liberté. J'ai appris que je suis affranchie et que je n'ai pas le droit d'accepter ce que je ne veux pas. J'ai aussi appris avec le Seigneur Jésus que mon corps n'était pas mon corps, mais il était le temple de Dieu. Et avec le Seigneur, j'ai lié une telle détermination comme si j'étais mariée à quelqu'un et que je ne voudrais jamais tromper cette personne. Alors, aujourd'hui, ça a changé parce que pour moi, avoir un acte sexuel hors mariage serait tromper mon mari qui est le Seigneur Jésus, trahir la confiance qu'il a en moi et briser cet amour qu'il m'a toujours donné, que personne n'a jamais su me donner. Et aussi revenir dans cet esclavage sexuel dans lequel j'ai toujours vécu, qui pour moi n'a plus de raison d'être parce que maintenant j'ai le droit de faire avec Jésus ce que je veux et surtout pour sa gloire. Donc je pense qu'aujourd'hui ça a vraiment changé. En tenant en considération tous les facteurs qui tournent autour des filles qui vivent dans la prostitution, de celles qui n'y vivent pas et n'y vivent plus, en tenant encore en considération tous les propos recueillis dans ce film, il apparaît que bien qu'il y aurait une relation entre abus et prostitution, bien qu'il y aurait une très forte probabilité à devenir prostituée après avoir été victime et bien que l'abus aurait un effet sur la prostitution, on ne pourrait dire que les abus sexuels ou physiques soient des facteurs déterminants à la prostitution. Par contre, il y jouerait un très grand rôle si la victime ne reçoit pas une assistance psychologique et ou ne reçoit pas un encadrement et soutien familial.
Ayant reçu une assistance psychologique et ou un encadrement et soutien familial, la victime pourrait éviter la prostitution, bien que vivant dans la pauvreté, comme dans le cas de Pauline. Ceci parce que l'assistance psychologique l'aiderait à ne pas s'identifier à un objet sexuel et à maîtriser les compulsions qui tendraient à la pousser à avoir une vie sexuelle hyper stimulée ou délinquante. Le soutien et encadrement familial l'aiderait aussi à ne pas se mettre en marge avec la société, car ses proches, en s'intéressant à elle et ne l'ayant pas marginalisée après l'expérience traumatisante vécue, l'auraient permis de comprendre que le viol ne lui retire aucune valeur, ne l'empêche pas d'être aimée, acceptée et comprise. Il en ressort aussi que, dans les cas extrêmes où la victime n'a pas de famille ni une assistance psychologique, qu'elle arrive à trouver des personnes ou à rencontrer Dieu qui peut se substituer à sa famille et jouer le rôle que sa famille aurait dû jouer, lui permettant ainsi de rester hors de la prostitution. Tandis que certains pensent qu'on ne guérit pas totalement du traumatisme d'un abus sexuel, le pasteur Emmanuel Koum a une autre idée. Si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. C'est les hommes même qui mettent un frein à leur guérison. Parce que Jésus veut nous remplir de lui, mais on est toujours en train de nous rappeler du passé. Comme si on ouvrait la blessure. À chaque fois que Jésus ferme la blessure, on se rappelle du passé, on ouvre encore la blessure et il faut encore du temps pour que la blessure soit guérie. Donc c'est dans ces pensées-là que l'homme n'arrive pas à trouver la guérison réelle. C'est vrai que les abus, qu'ils soient sexuels ou physiques et même psychologiques, sont des choses très difficiles à vivre pour les victimes. C'est aussi vrai que ça peut détruire la vie des victimes. Malheureusement, certaines personnes n'en prennent pas conscience dans notre société africaine et dans plusieurs autres sociétés. Et au lieu d'aider les victimes à en sortir, elles les aident à se culpabiliser encore plus. Tout ceci est bien traumatisant. L'homme qui paye souvent les services de la prostituée n'en a pas souvent conscience et sans le savoir, il contribue à construire encore dans ces femmes l'idée selon laquelle elles sont des objets et eux, les hommes, sont des sujets. Cependant, il y a une vie après l'abus et ce film est là pour le dire. Il y a aussi la possibilité de sortir du traumatisme, de même qu'il y a une possibilité de sortir de la prostitution et de devenir la femme qu'on a toujours rêvé être depuis notre enfance. Et même, il y a la possibilité de travailler à réaliser nos rêves. Nathalie nous le prouve en ayant pour rêve de s'occuper des enfants toute sa vie et en travaillant à l'accomplissement de ce rêve dès à présent. Quant à Marie-Joëlle et Pauline, qui ont été aussi victimes, elles nous le prouvent en partageant ceci. J'ai eu la chance en août de faire un concours. Je suis allée dans une école primaire faire un concours pour être enseignante. C'est le truc que j'avais sous la main. C'était pas facile pour moi de trouver un travail pour ne pas rester comme ça, ne rien faire. J'ai passé le concours et puis j'ai commencé. C'est en fait une école privée, une école primaire privée. J'ai commencé l'enseignement. Là, mes collègues m'ont dit, comme c'est ma première année d'enseignement, il faudrait que j'aille faire une formation d'État pour être vraiment une enseignante reconnue par l'État. Bon, dès que l'école est finie en juin, je suis allée. J'ai commencé à faire les papiers, les dossiers pour faire le concours qui sera bientôt en juillet. Donc, d'ici 3 ans, parce que j'aurai 3 ans de formation, d'ici 3 ans, je serai enseignante reconnue d'État. Mon rêve, c'est d'avoir un grand magasin où je pourrais vendre un peu de tout. Je pense qu'avec ça, ça va m'aider. Je pense aussi que j'aimerais bien rencontrer aussi quelqu'un de simple qui pourra m'aider à sortir dans le truc, ne pas venir avec la violence, comme quoi il est le mal, il est le chef de la maison et tout ça, qui vient tout doucement. Non, ça veut dire que tu rêves toujours quand même du prince charmant. Oui. Mais il faudrait qu'il soit doux. Voilà, il faudrait qu'il vienne doucement. Bon, mais j'espère que quand il sera doux, ce n'est pas pour que toi tu le domines. Non. Ok, ça veut dire que ce sera une relation, tu seras de vis-à-vis quoi. Ça veut dire que ce sera ton vis-à-vis, personne ne domine sur l'autre, si je comprends. C'est vrai que non. C'est vrai que l'homme doit toujours avoir le dessus sur la femme. Il ne faudrait pas qu'au début qu'il vienne me dire que là c'est comme ça. Il faudrait qu'il vienne tout doucement. I decided to go to the city
now I'm in the city, working as a house help, hoping to raise some amount of money in order to maybe go back to school or learn handwork and do it for life. In your work of household, how is it? I mean, is it so difficult with who you're working for, or is it kind of good, or do you feel like, at home, or how is it exactly? With that work, it's for me, I feel at home. Because I'm loved by everybody in the house. I understand everybody in the house just like my own people, my mother, my brothers and sisters. I feel okay, I feel at home. I don't even feel I'm somewhere else. Yeah. Je vais dire juste aux hommes qui fréquentent les prostituées qu'elles ne sont pas des choses, elles ne sont pas des objets, mais elles sont des personnes qui ont besoin d'aide. Ce n'est pas seulement le but de l'argent. Certaines ont vécu une enfance difficile comme moi, une adolescence inexistante et des problèmes sérieux. Aucune prostituée ne te dira qu'elle a envie de rester dans la rue, mais qu'elle cherche quelque chose. Certaines cherchent un père, d'autres cherchent un mari, d'autres cherchent à avoir une vie qu'elle n'a jamais eue, d'autres cherchent à avoir... Bref, à trouver quelque chose, et d'autres tout simplement parce qu'elles ont un appétit sexuel qui n'a pas été assouvi dès leur jeunesse, peut-être parce qu'elles veulent se retourner contre leurs parents ou bien parce qu'elles veulent... Parfois d'autres parce qu'elles ont été compromises toute leur vie. Donc il y a toujours des problèmes psychologiques à haut point. Les problèmes financiers sont très peu parce que j'ai rencontré des prostituées qui n'avaient vraiment pas de problèmes financiers mais qui se trouvaient là. Les aimer, même si elles ne reflètent pas cet amour-là, même si parfois elles ont l'air invulnérables, elles ont mis une armure de... Comment je peux dire ça? Voilà. Mais c'est pour, parfois c'est pour se protéger. Parce qu'en chacun d'elles, il y a une petite fille qui sommeille, qui a besoin qu'on la comprenne tout simplement. Nos prostituées elles-mêmes, c'est que ce monde, c'est un monde vraiment horrible. Dans ce monde, on y vient pour du plaisir, on y vient pour s'enrichir, on y vient pour des convoitises, mais après on se retrouve esclave. Esclave d'un maître qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. C'est ce que j'ai compris avec le Seigneur, c'est que j'étais esclave. Je servais un maître que je ne connaissais pas et qui ne s'est déclaré à moi que dans les derniers jours, lorsque j'ai voulu quitter ce monde. Et je vais simplement dire que il y a très peu qui s'en sortent. D'ailleurs, toutes celles que j'ai connues, je peux dire qu'aucune ne s'en est sortie. Aucune. D'ailleurs, celles qui me voient aujourd'hui me demandent comment j'ai fait, comment j'ai pu en arriver là, comment j'ai pu sortir de ce monde sans plus y retourner. Le plus souvent, certaines disaient je vais arrêter. Elle s'en va et soit elle s'amplifie, soit elle revient, soit elle rencontre un homme qui a de mauvaises intentions et parfois c'est la mort, parfois c'est la maladie, parfois c'est des grossesses indésirées. Parfois, c'est carrément la prostitution qui prend d'autres envergures et qui devient vraiment très sérieuse et très peu s'en sortent. Très, très peu. Donc, j'aimerais juste leur dire que c'est un monde dans lequel on ne revient pas, sauf si on a vraiment le Seigneur de Dieu. Et qu'elles ont besoin de le connaître. Parce que c'est lui seul qui peut les affranchir. Il n'y a pas d'homme riche qui pourra les sortir de ce travail. Comme le pensent certains, un blanc riche qui aura une vie vraiment agréable. Non. Il vous jetterait bien après parce que lui aussi en aura marre. Il n'y a pas d'homme qui vous aimera pour ce que vous êtes passé pour eux, vous n'êtes que des prostituées. Il n'y a pas de personne qui vous prendra, qui vous regardera tel que vous êtes parce que pour eux vous n'existez pas. Vous êtes à l'intérieur, ils vous encouragent, mais dès que vous êtes dans la rue, ils vous voient comme... Ils se mettent à vous pointer du doigt et ils vous rejettent à tout prix. Sans avoir été travailleuse de sexe dans ma vie, j'ai compris comment est-ce qu'on devient travailleuse de sexe. Parce que je me suis sentie dans la peau d'une travailleuse de sexe. Dans le sens où, à un moment donné de ma vie, je me sentais un objet sexuel. Et je me sentais ainsi parce que j'ai été abusée sexuellement dans ma vie à plusieurs reprises. Je raconte d'ailleurs tout dans ce livre. Enfant, j'étais leur objet sexuel. Aujourd'hui, cette expérience douloureuse, ces expériences douloureuses que j'ai vécues par le passé ne m'affectent plus, psychologiquement ou même émotionnellement. C'est vraiment du passé pour moi. Je confirme qu'on peut en être totalement délivré, on peut en être totalement libéré et avancer dans sa vie. Que j'ai beaucoup appris au travers de ces expériences douloureuses qui m'ont enrichi en tant que personne, en
tant que la femme que je suis aujourd'hui. Et une leçon de vie que Dieu m'a apprise dans ma petite existence sur terre, celle que chaque bénédiction est accompagnée d'une responsabilité à assumer. Et si la responsabilité n'est pas assumée, la bénédiction peut facilement se transformer en une expérience très douloureuse. De même, chaque expérience douloureuse renferme une richesse inestimable à explorer. C'est à nous de choisir d'explorer cette richesse. C'est à nous de choisir d'assumer les responsabilités de nos bénédictions afin qu'elles soient toujours bénédictions ou encore d'explorer les richesses inestimables de nos expériences douloureuses afin qu'elles ne deviennent jamais malédictions. Personne n'a su te comprendre et tu penses que tu as traversé le seuil. Je sais, ami, tu m'en as parlé. Tu passes par des écueils. Les épreuves de cette vie n'ont pas s'épargné, t'ont déchiré comme une feuille. Souviens-toi, en Jésus, il y a toujours une issue de secours. Et si tu places en lui ta foi sans détour, tu verras son grand amour. Son cœur bat encore, il bat encore pour toi. Il t'aime très fort, écoute, il est pour toi. Son cœur bat encore, il bat encore pour toi. Il t'aime très fort, écoute, il est pour toi. Tu as prié, tu as même jeûné, tu ne reçois que silence. Pour toi c'est clair que le Dieu du ciel ne répond que par son absence. Toutes ces promesses qu'il a dites pour toi n'ont désormais plus d'importance. Tu n'as envie que d'une seule chose, qu'elle s'accomplisse dans ta souffrance. Mais souviens-toi qu'en Jésus il y a toujours une issue de secours. Et si tu places en lui ta foi sans détour, tu verras son grand amour. Son cœur bat encore, il bat encore pour toi. Il t'aime très fort, écoute, il est pour toi. Son cœur il bat encore, il bat encore pour toi. Il t'aime très fort, écoute, il est pour toi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ton Père céleste sera pour toi un briller. Et dans le pire, et même dans la peine, crois que Jésus ne te laissera pas tomber, mon ami. Son cœur bat encore, il bat encore pour toi. Il t'aime très fort, écoute, il est pour toi. Son cœur il bat encore pour toi. Il t'aime très fort, écoute, il est pour toi. Son cœur bat encore, il bat encore pour toi. Il t'aime très fort, écoute, il est pour toi. Son cœur il bat encore, et encore, et encore. Il t'aime très fort, écoute, il est pour toi. Oh, son cœur bat encore, je te le dis.